Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis Nkanel. Je suis Dark Jacket. Et je suis l'aigle. Et ceci est le Weeblycast numéro 0, la tombe de l'abominable guerrier du monde de la peur des profondeurs de l'espace. Donc au sommaire de cet épisode, nous allons vous donner un aperçu de la saison 5 au travers de différentes rubriques. Je vais commencer par vous faire un résumé des 4 premières années de Doctor Who, avant de laisser Nopoman vous décrire la situation dans laquelle nous avions laissé le Docteur à la fin de la 4ème saison. Puis Nk vous présentera un peu le contexte historique, l'aigle vous narrera quelques anecdotes de production, ensuite Nopo vous présentera quelques faits marquants de la saison. Attention, il y aura des spoils. Enfin, l'aigle vous présentera les paramédias avant que nous vous fassions une annonce importante à la toute fin. Donc restez bien avec nous. Voici donc, pour commencer, pour se mettre dans le bain de la saison 5, un petit résumé des 4 premières saisons. Tout commence lorsque 2 professeurs du lycée Coal Hill vont suivre jusque chez elle une jeune fille étrangement surdouée. Ils arrivent dans une décharge avec cette étrange petite boîte bleue, le TARDIS, qui se révèle être un vaisseau plus grand à l'intérieur qui voyage à travers le temps et l'espace. On fait alors la rencontre du personnage principal, cet être mystérieux qu'est le Docteur. Parfois colérique mais attachant, et grand-père de la jeune fille. Tous deux sont membres d'une famille qui semble venir d'ailleurs. On suivra alors cette équipe un peu partout dans le temps et l'espace pour vivre toutes sortes d'aventures. Peu à peu, les compagnons, les gens qui accompagnent le Docteur, vont changer et de nombreux allers-retours vont avoir lieu. Les compagnons vont se succéder et les aventures s'enchaîner. Le Docteur rencontrera de nombreux ennemis tels que les Daleks, ces affreuses poivrières qui ne cherchent qu'à exterminer les autres espèces, ou bien encore les Cybermen, qui veulent convertir toutes les races en cyborgs. Mais il n'y a pas que les monstres qui posent des problèmes à notre cher équipage du TARDIS. En voyageant à travers le temps, le Docteur et ses compagnons vont revivre des périodes aussi diverses que les croisades, la Révolution française, ou encore s'aventurer avec les pionniers du Far West. Lors de la dernière saison que nous avons sous-titrée, la 4ème, le Docteur connaîtra un changement majeur et mystérieux. Une transformation complète de son visage et de sa personnalité. Supposément expliquée comme faisant partie intégrante du TARDIS. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises quand il s'agit de ce personnage mystérieux. De grand-père grognon, le Docteur passe à tonton rigolo et un peu foufou. Qu'est-ce que le Docteur nous réserve pour la suite ? Qu'allons-nous apprendre sur lui et quelles formidables aventures allons-nous vivre avec lui ? Nous le découvrirons ou le redécouvrirons ensemble à travers ces podcasts. Bonne écoute ! Donc sans plus tarder, on va se remettre directement dans le bain et je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé dans cette saison, dans cette fin de saison 4 qui nous amène donc à ce début de saison 5. Donc en fin de saison précédente, donc c'était l'épisode 7 de la saison 4, The Evil of the Dalek, où l'empereur Dalek avait réussi à convaincre un professeur de l'époque victorienne du secret qu'il possédait, le secret de la pierre philosophale, si je me souviens, et donc qui poussait ce professeur à aider les Daleks dans leur plan de conquête du monde. Et c'est là que nous avons rencontré un personnage qui était donc Victoria Waterfield, qui vivait donc à l'époque victorienne, et qui a embarqué dans le TARDIS dans cette fin d'épisode, puisque son père s'était sacrifié, la laissant orpheline. Donc elle embarque dans le TARDIS avec le Docteur et Jamie, et donc Jamie, qui est donc pour rappel un soldat, un joueur de cornemuse du XVIIIe siècle du clan MacLaren, un Écossais. Et donc ces deux compagnons embarquent avec le second Docteur dans cette saison 5 et on enchaîne directement de ce début de saison 5 juste après la fin de la saison 4. Il y a pas d'événement qui se passe entre ces deux épisodes. Donc maintenant, Enka va vous présenter un petit peu quelques infos sur cette saison 5 en termes techniques. Tout à fait, donc la saison 5 a été diffusée entre septembre 67 et juin 1968. Elle contient 7 histoires, donc la première qui fait suite, comme disait Nopo, à la saison 4, et qui a 4 épisodes. Les autres, elles, ont 6 épisodes. Il y a 18 épisodes manquants dans cette saison, ce qui est quand même pas mal, pour un total de 40 épisodes dans la saison. On va retrouver Patrick Troughton qui jouera le deuxième Docteur, donc pour la première fois depuis la fin de la dernière saison bien sûr. Fraser Hines dans le rôle de Jamie, Deborah Watling qui jouera Victoria Waterfield, et on découvrira Wendy
Pat Bury, en fin de saison dans le rôle de Zoé. Cette saison introduira donc des protagonistes qu'on va revoir récemment, donc principalement les Ice Warriors qu'on a retrouvés dans la saison 7 avec l'épisode Cold War et dans la 10e saison de la nouvelle série, je parle, avec l'épisode Empress of Mars, et la Grande Intelligence qui aura été tout de même très très importante pendant la 7e saison de la nouvelle série. On retrouvera pour la 3e fois les Cybermen. On va découvrir une personne qui ressemble énormément au Docteur. On va partir à la chasse au Yeti et on va trouver un tournevis qui est très fameux, je pense, et qui fera donc sa première apparition. C'est super comme programme, Ouais, franchement. et on va aussi mentionner que en plus des Cybermen, on va découvrir les fameux Cybermats qui sont également présents dans la nouvelle série. Tout à fait. Pour la première fois donc. Donc pour le contexte un petit peu, 1967 c'est une année où il s'est passé pas mal de choses. C'est l'année, alors pour plutôt côté États-Unis, c'est l'année de la mort de Che Guevara en Bolivie. C'est aussi l'année de la fabrication de la première bombe H chinoise, donc en pleine guerre froide, c'est une période avec pas mal de tensions. C'est tout de même une période qui a eu pas mal d'avancées aussi au niveau humain. Au Royaume-Uni, c'est la légalisation des rapports homosexuels entre adultes consentants, qui était interdit jusque-là. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. 40 ans, non, 50 ans, d'ailleurs 50 ans cette année. C'est quand même fou de se rendre compte, 50 ans cette année. Voilà, 50 ans seulement que des gens qui sont consentants peuvent faire des choses entre eux. C'est très très peu. Donc c'est aussi l'année de la loi sur la légalisation de l'avortement, pareil au Royaume-Uni. Donc une grosse année de changement de libération pour le Royaume-Uni. Voilà, une année de libération du contrôle de son propre corps, d'une certaine façon. On a eu aussi cette année une année assez riche musicalement, avec le premier album de The Doors, le premier album international des Bee Gees, le premier album des Pink Floyd, et un album des Beatles qui sera le premier dans les tops de l'été. Et qui est donc l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, si je ne m'abuse. Exactement, je n'ai pas osé essayer de prononcer ça. Je suis venu à la rescousse. Merci beaucoup. Alors, concernant la télévision, on aura la série Le Fugitif, qui terminera en ayant pas moins de 78 millions de téléspectateurs, ce qui est absolument énorme pour l'époque et même pour aujourd'hui. C'est l'une des plus grosses audiences qu'un épisode ait fait aux États-Unis. C'est monstrueux, 78 millions de personnes, c'est plus que la population chez nous. C'est ça en fait, voilà. C'est comme si toute la France est plus regardée en fait. Ouais. C'est ça. C'est genre plus belle la vie, quoi. Voilà. Ouais, moi ça veut dire que même les bébés dans les maternités, les retraités regardent ça, même les... Possible. Enfin c'est fou quoi. Donc cette fin de série a été suivie de près, un mois après, par le début de la célèbre série Le Prisonnier, dont vous avez probablement entendu parler. On verra aussi, pour la petite anecdote cette année-là, la préservation du corps d'un être humain par cryogénisation pour la première fois. Et ça c'est SF, punaise. Et ça c'est extrêmement SF, exactement. Il s'agissait du docteur, alors je l'ai perdu le pauvre monsieur. J'espère qu'ils n'ont pas perdu son corps gelé depuis. Le docteur James Bedford, donc voilà, qui est toujours congelé, si on peut dire, à l'Alcor Life Extension Foundation. Cette fois-ci, l'accent était plutôt correct. Donc du coup, il est décédé d'un cancer, il a été congelé quelques heures plus tard, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il a été décédé d'un cancer, des suites de son cancer plutôt, et a été congelé quelques heures après. Depuis, il est dans le même état de glaçon. Donc en fait, on attend plusieurs miracles en fait. On attend plusieurs miracles, voilà. On attend le premier miracle qui est de pouvoir réanimer quelqu'un de congelé, ce qu'on ne sait faire ni sur un humain, ni sur un rat, et je ne sais pas, mais probablement même pas sur des cellules pour le moment. Si, si, en l'occurrence c'est le cas. Mais il y a des choses sur les cellules. Oui. Bon, c'est pas grave. Mais là, à la limite, c'est même plus. À la limite, là, c'est même plus de la réanimation, c'est de la résurrection en fait. C'est de la résurrection, exactement. Et puis après, la guérison du cancer, carrément. Et après, la guérison du cancer, ce qui arrivera peut-être bien un jour, mais voilà, il faut avoir toutes ces circonstances, toutes ces technologies qui soient là en même temps. Donc pour l'instant, il est bien au froid dans son petit congélateur, et on lui souhaite que ces technologies arrivent un jour. En attendant, nous, en tant qu'il se décongèle, on va avoir quelques anecdotes de la part de Leg
sur la production de cette saison. Donc si on revient plus dans le contexte de la série elle-même, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la saison? Alors c'est vraiment pas des trucs approfondis que je vais dire, c'est vraiment l'article cacahuète, on va dire. Je vais vous fournir quelques petites cacahuètes délicieusement salées pour vous divertir et puis en apprendre plus sur cette géniale série qu'est Doctor Who. Déjà, par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y a le premier personnage récurrent, c'est-à-dire à être vraiment très important, à revenir plusieurs fois dans la série, joué par Jack Whitling, qui est le rôle du personnage Traverse, qui est en fait le père de Deborah Whitling. Qui est donc l'actrice qui joue Victoria. Qui joue Victoria en fait. Et donc du coup, elle est apparue dans l'épisode juste avant, à la fin de la saison 4. Et dans la saison 5, il y a le personnage Traverse, joué par son propre père, qui est le premier personnage récurrent à ne pas être un compagnon. Et c'est quand même assez fou de remarquer. C'est quand même assez cool, et d'ailleurs 30 ans plus tard, il va retrouver son rôle avec Deborah Whitling, sa fille, Elizabeth Sladen dans le rôle de Sarah Jane Smith, le brigadier Ledwidge Stewart, ainsi que la première apparition de Kate Ledwidge Stewart, ainsi que l'apparition du petit-fils Gordon Ledwidge Stewart. Donc c'est assez cool, c'est dans un fan-film, s'appelle Downtime, disponible en DVD, et ça, comment dire, c'est assez fou donc c'est assez fou, c'est un fan film, ce fan film a plus ou moins été officialisé, je dis ça avec de gros guillemets puisqu'il n'y a pas vraiment de canon dans cette série, mais il a été officialisé avec la saison 7 de la nouvelle série, puisque Kate Ledwidge Stewart réapparaît régulièrement depuis. Donc du coup Downtime se serait vraiment passé, et il y a à nouveau le personnage le génial personnage du professeur Travers qui réapparaît dans la série, joué par Jack Whitling encore. Ensuite, nouvelle anecdote, le premier épisode de la saison 5, Tomb of the Cybermen, aurait dû être le dernier de la saison 4. Et ouais. Et c'est un épisode absolument génialissime, juste mythique, classique. Franchement, j'ai jamais rencontré de gens qui n'aiment pas cet épisode, et j'aimerais bien avoir des avis s'il y a des gens qui n'aiment pas cet épisode. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas cet épisode? C'est vrai que cet épisode est particulièrement savoureux, puisqu'il, selon moi, il arrive à très bien doser à la fois le côté humoristique avec des blagues qui sont excellentes, et peut-être même les plus drôles que j'ai pu voir jusqu'à présent dans les classiques. J'ai pas tout vu, mais et également un côté très émouvant et très très effrayant à certains moments. Donc un équipe exceptionnel. On se rappelle tous du speech du docteur qui dit à Victoria sur la famille, et sur le voyage dans le temps. Est assez émouvant. Mais c'est vrai que ce serait été dommage de l'utiliser en fin de saison 4, puisque ça permet également de découvrir un peu à travers les yeux de Victoria le voyage spatio-temporel, puisque il débutera ces voyages. Et puis au moins ça permet de commencer la saison 5 avec juste un épisode mythique. En tant que grand fan des Cybermen, je conseille cet épisode à tout le monde, il est génial. C'est un des meilleurs. Ensuite, Sidney Newman, qui est l'inventeur, le créateur plus ou moins de Doctor Who avec Verity Lambert. Eh bien, c'est lui qui a eu l'idée de créer Doctor Who. Eh bien, il a quitté la production de la série avec Enemy of the World, son contrat se finissant en 1967. Et donc, du coup, c'est le dernier épisode qui a été produit sous son air, on va dire, en plein milieu de la saison. Donc c'est ça qui est assez particulier, puisque c'est l'épisode 6, si je m'abuse, c'est en plein milieu de la saison. Donc c'est un peu mieux de la saison. Alors donc Sidney Newman, si je ne me trompe pas, c'est donc un producteur américain qui avait été embauché par la BBC, et on peut le voir évidemment dans le téléfilm, le fameux téléfilm Adventures of Time. An Adventure in Space and Time. An Adventure in Space and Time. Désolé, t'as raison. Donc qui retrace la création de la série. Voilà, tout à fait. Ensuite, est-ce que vous saviez que les décors souterrains de The Web of Fear étaient tellement ressemblants que la BBC a reçu une lettre de plainte de London Underground? Donc de la London Underground, qui est donc la société, c'est un peu la RATP, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous saviez qu'ils avaient carrément reçu une lettre de plainte leur disant mais vous avez tourné de nuit dans nos locaux, c'est pas bien, alors qu'en fait non, c'était vraiment un décor studio, et je trouve ça assez génial et croustillant quand on sait qu'on reproche souvent à Doctor Who d'être mal fait, et d'ailleurs plusieurs saisons plus tard dans The Mind of Evil il y aura exactement le même problème, puisqu'il y a on montre un sous-marin qui était un jouet je crois, et carrément l'armée va venir voir Doctor Who pour leur dire mais attendez, vous avez
filmer un truc top secret, c'est pas bien ça. Donc c'est assez fou, de s'en rendre compte. Ou alors l'autre option, c'est que l'armée et la RATP avaient des postes de télévision de si mauvaise qualité qu'ils pouvaient à peu près voir ce qu'ils voulaient à l'écran. C'est aussi possible. Ça m'étonnerait que l'armée soit de mauvaise qualité. Je ne sais pas. Ensuite, est-ce que vous savez que dans The Will in Space, donc on voit des combinaisons spatiales, est-ce que vous saviez que ces combinaisons spatiales ont été réutilisées dans Star Wars complètement? Ouais. Encore une fois, à tous ceux qui disent que Doctor Who c'est mal fait, et ben sachez que 10 ans plus tôt, dans The Will in Space, on voyait directement les combinaisons de Star Wars dans cet épisode. On en voyait certaines, hein, pas forcément toutes. Combinaisons qui datent, en fait, même pour être plus précis, de The Tenth Planet, donc saison 4, qui date donc du 66, quoi. Donc ça veut dire que 11 ans avant Star Wars, ces costumes ont été utilisés par Doctor Who en Angleterre. Ah, du coup, ça se demandait un peu comment ces costumes ont pu voyager. Je ne sais pas si les tournages ont eu lieu, où le tournage de Star Wars a eu lieu, c'était en Angleterre, c'était pour ces scènes-là. Je sais pas, mais en tout cas, il y a toujours eu une patte anglaise dans Doctor Who, hein. Il y a plein d'acteurs qui sont anglais, dans Doctor Who, pardon, excusez-moi, dans Star Wars. Oui, dans Doctor Who, il y a beaucoup d'acteurs anglais, ça c'est vrai. Oui, effectivement. Mais il y a toujours eu plein d'acteurs anglais dans Star Wars, en tout cas. D'ailleurs, aussi, en parlant de Will in Space, c'est la première utilisation esthétique de la lampe du Cyberman. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Oui, tout à fait, on en voit, c'est beaucoup utilisé dans les dernières saisons, dans les saisons récentes. Bah, en fait, c'est partout, après, quasiment tout le temps réutiliser la larme du Cyberman, c'est-à-dire au coin de l'œil du Cyberman, il y a une sorte de petite larme, en fait, et du coup, elle a toujours réapparu, la larme du Cyberman, en fait. C'est vraiment typique des yeux du Cyberman. Avant, ils étaient beaucoup plus ronds, ils étaient complètement ronds d'ailleurs. Maintenant, il y a une larme. D'ailleurs, il y a peut-être une petite référence à la larme du Cyberman dans le dernier final de la saison 10. Ah, c'est même pas peut-être, c'est évident. Oui, c'est forcément mais voilà, mais c'est tellement beau, c'est tellement émouvant, je ne dirais rien. Ouais. Voilà. Bon, du coup, notre Pokémon, je vais pouvoir te laisser parler. Merci. Donc là, maintenant, on va voir un petit peu, on va continuer un peu notre exploration de cette saison 5 et voir quels sont les événements importants. Donc, comme on l'a mentionné, il y a eu des allées et venues au niveau des compagnons. Donc, je vais être un petit peu des spoilers sur ces événements. Je vais pas rentrer dans les détails évidemment, mais on a donc Wendy Padbury qui vient dans le rôle de Zoé. Ce qui est amusant de noter, c'est que cette actrice, donc qui est évidemment à la retraite maintenant, vit actuellement en France et elle a été agent de théâtre et elle a en particulier géré des acteurs comme donc Nicholas Courtney qui joue le brigadier, on va voir un peu plus loin, Colin Baker, qui jouera un des docteurs, donc le sixième. Voilà. Et Mark Strickson, qui jouera le professeur. Le compagnon Turlough. Voilà. Donc c'est tous des acteurs de Doctor Who et c'est tous ses clients. Et c'est également elle qui a découvert un certain Matt Smith au National Youth Theatre. Ah, je ne connais pas Matt Smith. Et donc, oui, pareil. Il a vaguement participé à construction du mythe. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne Zoé. Et évidemment, il y a un autre personnage essentiel à la mythologie de Doctor Who qui est apparu dans cette saison, qui est donc le brigadier, interprété par William Nicholas Stone Courtney, autrement appelé Nicholas Courtney pour faire plus court. Et donc l'histoire de cet acteur est assez intéressante puisqu'en fait il est déjà apparu dans Doctor Who auparavant et même il aurait dû apparaître encore plus tôt puisque l'épisode 6 de la saison 2, donc The Crusade en 1965, il aurait dû jouer le rôle de Richard Cœur de Lion. Donc si vous vous rappelez, c'était l'épisode où le premier docteur arrivait avec Ian et Barbara et où ils arrivaient, c'était un de ces fameux épisodes historiques qui était encore très présent au début de la série. Et cet épisode était dirigé par Douglas Camfield et Nicholas Courtney avait tapé dans l'œil à Camfield qui avait beaucoup aimé cet acteur et il l'avait gardé en tête pour le futur. Et en l'occurrence, donc Douglas Camfield s'est retrouvé à réaliser un autre épisode de Doctor Who qui était Dalek's Masterplan, donc le fameux épisode en 12 parties, très très long épisode qui nous a fait beaucoup souffrir à l'époque en termes de sous-titrage, je parle. Et donc qui en 65 a été tourné et diffusé et donc notre cher Nicholas Courtney jouait dans cet épisode l'agent Brett Vian de la Space Security Service dont on va vous reparler un petit peu plus tard dans ce podcast
Et encore une fois, Camfield a été vraiment épaté par la performance de cet acteur, et lorsqu'il a dû tourner un 3e épisode de Doctor Who qui était The Web of Fear, pour cette saison 5 en 68, il a dit je veux Nicholas Courtney, et il l'a pris dans le rôle d'un certain Captain Knight, sachant que le rôle du brigadier, donc du colonel Lethbridge Stewart, était pris par un autre acteur, David Langton, qui était colonel à l'époque, qui était seulement colonel, oui, du coup, et du coup, le réalisateur, donc Comfield, excusez-moi, a dit, comme ce David Langton a refusé le rôle, on a dû partir pour des raisons que j'ignore, il a dit, à la place, on va mettre Nicholas Courtney. C'est très heureux finalement comme choix, puisque c'est un acteur qui adore Doctor Who et qui est revenu plein de fois, il est juste... Oui, exactement. Il est extrêmement important. C'est devenu une figure de la série, et à tel point qu'il a eu une influence vraiment importante sur la série, puisque dans la saison 7, il a émis le désir de vraiment s'impliquer beaucoup plus dans la série, ce qui a poussé la production entre autres à faire de la série c'est un des éléments qui a fait que Doctor Who est devenu une série beaucoup plus terre à terre. Au passage, il a rencontré quand même tous les docteurs classiques. C'est vrai. Et jusque même dans les dernières saisons, on a pu retrouver, même si l'acteur était déjà décédé, il est quand même apparu dans la série, ce qui est quand même assez impressionnant. Bon, en parlant du coup du retour du brigadier, sans vouloir trop spoiler, on a aussi les Cybermen qui sont présents dans cette saison. Ils arrivent pour une 3e apparition après Tenth Planet, donc le second épisode de la saison 4, et Moonbase qui est donc le 6e épisode de cette saison 4. Et ce qui est assez impressionnant, puisque donc ces Cybermen sont apparus avec très peu d'épisodes d'écart, donc à peu près presque entre 2 et 6, il n'y en a que 4, puis après seulement 3 épisodes ou 2 épisodes pour le premier épisode de la saison 5. Et par rapport aux autres ennemis mémorables, on a la Great Intelligence, donc comme elle l'a mentionné Yann Canel tout à l'heure, qui apparaîtra 2 fois dans cette saison, et les Ice Warriors, donc les guerriers de glace, qui font également leur première apparition dans cette saison. Alors maintenant, L'Aigle, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les différents paramédias? Alors, pour commencer ce podcast 0, on s'est posé la question de quoi est-ce qu'on va vous parler, est-ce qu'on va vous parler de ce qui se passe avant la saison 5. On pense que ce qui est peut-être un petit peu mieux, c'est de vous présenter globalement les différents médias alternatifs qui existent, les paramédias comme on dit. Donc du coup, quel type de paramédias? Et du coup, en fait, il y a eu un peu de tout. Il y a des livres, des comics, des audios, une très 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 grosse partie de l'univers de Doctor Who, des séries et des films spin-off, également des pièces de théâtre. Donc c'est vraiment un univers très très grand. Et chose importante, il n'y a pas de canon. Chacun fait un peu le sien. La BBC s'est jamais préoccupée. Finalement, on peut peut-être prendre comme base la série comme canon, mais sachant qu'elle se contredit déjà plusieurs fois, le fait que dans les paramédias il y ait beaucoup de contradictions, c'est pas forcément un problème. Surtout qu'on est dans un univers où le temps change tout le temps. Donc du coup, finalement, c'est quand même un univers immense et on peut tout inclure. On a des univers parallèles, on a des versions alternatives, on a quand même tout à fait. Beaucoup de liberté. On peut tout inclure techniquement, et ça c'est génial, on peut tout inclure. Même les petits fan-films faits par des adolescents au lycée, ou les fanfictions écrits par des fans qui se réunissent tous les mois. Enfin du coup c'est assez génial, on peut techniquement tout inclure, c'est super cool. Du coup, pour citer quelques exemples et pour présenter un petit peu les différents paramédias, on a par exemple des séries spin-off, donc ça fait depuis les années 60 techniquement qu'il y a tout un tas d'histoires qui ont failli donner lieu à des spin-offs, comme dans The Daleks Master Plan, avec la SSS dont on parlait tout à l'heure. Donc vous savez, c'est cette agence spatiale, la Space Security Service, et donc les épisodes nous présentent certains personnages dans l'idée de faire une sorte de série spin-off James Bond de l'espace en fait. D'ailleurs, ce qui est important de noter, c'est que ces fameux services, ce fameux groupe de personnes, c'est, à ma connaissance, le seul épisode de la série Doctor Who où le Docteur n'apparaît pas du tout. C'est dans non, c'est pas dans cette histoire, pas dans The Daleks Master Plan. C'est dans Mission to the Unknown, qui est une pas une préquelle, qui se passe juste avant. Mais c'est une introduction à cette histoire.
Voilà, qui se passe juste avant, qui est une introduction à l'histoire, et entre-temps, il y a eu une autre histoire qui a été casée, c'était de Savages, si je me trompe pas, si je ne m'abuse. Oui, mais du coup, cette histoire en introduction au Dev Master Plan, il n'y a pas le docteur, il y a ses agents, et cet épisode Tout à fait. servait un peu de pilote non officiel à une série qui aurait dû être développée dans le futur. Exactement, tout à fait. Et c'est aussi l'histoire qui a le plus grand nombre d'épisodes, 12 épisodes de 25 minutes, c'est absolument énorme, ça n'a jamais été refait parce que c'était absolument monstrueux comme travail. Ça a voulu être refait plus tard, hein, mais ça n'a pas donné lieu, on en reparlera peut-être plus tard quand on sera par exemple à la saison 9 ou 10, je ne sais plus exactement. Ensuite, finalement, le premier spin-off qui arrive, ça peut être K9 and Company, qui n'existe qu'en pilote. K9 and Company, où on voit la rencontre Sarah Jane Smith et K9, donc ça n'a jamais donné lieu à une série. Par contre, par rapport à K9, on a eu une série australienne il y a quelques années. Du coup, comment elle s'appelle cette série? Elle s'appelle Canine, je crois, tout simplement, ou The Adventure of Canine, mais ça n'a rien d'extraordinaire, c'est un peu bébête, c'est assez particulier, c'est un peu ado, mais dans le mauvais sens du terme, je dirais, de mon point de vue. Après, évidemment, peut-être que des gens D'accord. vont aimer. Bon, je sais quoi faire de mon week-end, je vais pas regarder. Bon, en tout cas, du coup, c'est ça, Kainen et compagnie, ça a été créé dans les années 80, c'était pour vraiment faire une série spin-off entre Sarah Jane Smith et K9. Mais bon, il y a eu finalement une sorte de vengeance, une sorte de justice, puisque de Sarah Jane's Adventures, dans les années 2000, qui est une série plutôt pour les enfants, on voit Kanan et Sarah Jane avoir des aventures. Donc ça c'est cool. Il y a aussi d'ailleurs dans cette série des apparitions de plusieurs docteurs, même du brigadier, tiens, comme on en parlait. Donc du coup c'est assez cool, c'est vraiment une série spin-off avec globalement de très bons épisodes. Bon alors bien sûr après c'est un petit peu plus centré pour les enfants, mais là pour le coup c'est plutôt dans le bon sens du terme. Il y a aussi Torchwood qui est plus pour les adultes, Oui, il y a aussi Class qui plus récemment, qui malheureusement s'est fait annuler comme série, mais qui était plus pour les adolescents. Ensuite, en livre Doctor Who, c'est quasiment aussi vieux que la série, hein, il y en a vraiment énormément, il y a eu plein de novelisations, c'était un petit peu les rediffusions de l'époque, il n'y avait pas spécialement de rediffusion, sauf à des événements très très importants. Il n'y avait pas de DVD à l'époque, hein, vous vous en doutez bien. Du coup, les novelisations servaient vraiment pour... comment dirais-je, servait vraiment à retrouver un épisode qu'on aurait manqué, ou qu'on voudrait retrouver, qu'on voudrait relire. Mais plus tard, pendant la période entre les deux séries, il y a eu les éditions Virgin Books, qui ont eu le droit de faire tout un tas d'aventures, et donc on fait les nouvelles aventures, les Virgin New Adventures, qui présentaient les nouvelles aventures du 7e Docteur, puis après 96 les nouvelles aventures du 8e Docteur. Il y a aussi les Virgin Missing Adventures, dont on pourra reparler pendant cette saison 5, puisqu'elle présente plein d'aventures manquantes avec des d'anciens docteurs, en fait. Voilà. Donc ça c'est super cool, ça rajoute vraiment énormément d'histoire, et ça a duré plusieurs années. Ça s'est fini quand Big Finish a obtenu les droits de Doctor Who pour faire des audios. Et du coup c'est une parfaite transition pour parler des audios, il y en a eu depuis énormément longtemps, ça veut rien dire, excusez-moi, il y en a depuis extrêmement longtemps des audios. Il y a eu plein de trucs indépendants, il y a même la BBC qui s'est occupée de faire des audios, des livres, la BBC s'est occupée de faire un petit peu tout, hein. Mais en tout cas en 99, Big Finish a eu l'autorisation officielle de faire des audios Doctor Who. Et donc depuis 99, on a quasiment une fois par mois, sauf en 99 où il n'y en a eu que 2, mais depuis 99, on a une fois par mois une nouvelle aventure du 5e, du 6e ou du 7e Docteur, ou même du 8e Docteur, mais ça fait longtemps qu'il est parti des ménages. Et donc du coup ça rajoute, pour l'instant, il y a 230 aventures dans le main run, du coup ça rajoute 230 aventures de Doctor Who, mais bon, c'est quand même énorme, hein. Ça c'est fait surtout dans la manière classique, hein, c'est-à-dire avec plusieurs parties. Mais il y a aussi énormément de séries alternatives. Il y a par exemple le 8e Docteur qui a ses propres séries à lui. Il a ses propres ranges. Il y a aussi plein de séries spin-off, Torchwood, Unit. Tiens, la dernière annonce en date, c'est Jenny.
Vous vous souvenez Ouais. de Jenny dans la saison 4? Ouais. Voilà. Là, en décembre, il va sortir The War Master, le maître de la guerre. Mhm. Ensuite, il y a aussi les nouvelles aventures du 10e Docteur, dont on a le volume 2 en novembre. Mhm. Donc il y a vraiment énormément de choses. Il y a les Companion Chronicles, il y a les Early Adventures, il y a les Short Trips, qui ont tout un tas de façons de raconter des histoires différentes. Hein. C'est pas forcément que des full cast, c'est-à-dire des histoires entièrement castées avec tous les acteurs qui parlent, mais ça peut être aussi des narrations. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, pour finir, on pourrait parler des comics. Et les comics, on peut remonter, aller jusqu'à 65 à peu près, Mhm. avec les Doctor Who annuals. Les Doctor Who annuals, c'est des publications pour les enfants. Et donc tous les ans, il y a le nouveau Doctor Who annual, avec des comics, des nouvelles, des jeux, tout ça. Donc c'est vraiment pour les enfants, mais globalement, il y en a eu quasiment un par an depuis 50 ans. Bon, bien sûr, il y a eu plusieurs éditeurs, il y a eu des périodes sans. Par exemple, les Doctor Who annuals se sont finis en 86, avec le 6e Docteur. Il y a eu 2-3 reprises dans les années 90, puis globalement, il y a eu d'autres éditeurs qui ont eu les droits pour en faire d'autres. Et notamment d'autres éditeurs qui ont eu le droit depuis 2005. Donc depuis 2005, on a les nouveaux Doctor Who annuals. Et il y a le 2018 qui s'apprête à sortir avec le 12e Docteur, Bill et Nardole. Mais si on peut aussi ajouter que les comics de Doctor Who ne sont pas uniquement dans le Doctor Who annual, mais il y avait aussi évidemment dans le Doctor Who magazine pas mal de comics qui sortaient de manière épisodique, et c'est là qu'on a vu défiler pas mal d'auteurs britanniques qui ont eu après une carrière importante dans le milieu des comics américains. Absolument folle même. Comme on peut voir par exemple Grant Morrison qui est actuellement une rockstar des comics aux États-Unis, ou bien Dave Gibbons qui a dessiné Watchmen avec Alan Moore. Enfin tout ça, ce sont Il y a aussi celui qui a écrit The World Shapers dans les années 80, qui est un comics IDW. Mhm. Non, Panini, pardon, excuse-moi, Panini Comics, qui sont des comics Panini Comics. D'accord. Et il est extrêmement connu, surtout qu'il a été plus ou moins officialisé, encore une fois je dis ça avec des gros guillemets, hein, mais plus ou moins officialisé dans le dernier final de la saison 10, puis sans spoiler, hein, je ne dis rien, mais voilà. Non, et puis il y a également des comics qui sont un peu recyclés dans la série, puisque évidemment l'exemple parfait c'était cet épisode où le docteur se retrouvait à jouer au football. C'était un épisode qui était recyclé depuis une bande dessinée qui était dans le Doctor Who magazine. Oui, c'est possible. Il y a eu aussi cette histoire, et bien il y a eu forcément cette petite nouvelle de Steven Moffat dans les années 90, le Noël de j'ai oublié le nom, le Noël de Sally Sparrow, hein. Bon, on sait tout ce qui est Sally Sparrow. Il y a eu aussi ce Virgin New Adventures, on y revient, qui présentait en fait le docteur qui espionne plutôt les humains, qui devient plus ou moins humain, et donc du coup ça a donné Human Nature dans la saison 3 de la nouvelle série. Donc forcément il y a vraiment une grosse connexion entre une grosse connexion, tout à fait. Donc du coup ça nous permet de dire que bon, il y a une énorme connexion entre les deux univers. Ici on vous a fait on vous a montré un peu le paysage de ce qu'il peut y avoir dans les paramédias. On n'est pas trop rentré dans les détails en lien avec. Il y a plein d'autres comics dont j'ai pas parlé, les Titans, les IDW, etc. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains podcasts. En l'occurrence, là, on voulait vous montrer un peu tout ce qui existait, quel type de paramètres existait. On voulait voir un peu si c'était possible de faire quelque chose pour vous présenter ce qu'il y avait qui pouvait amener à la saison 5, mais malheureusement, comme je l'ai mentionné au début du podcast, entre le dernier épisode de la saison 4 et le premier épisode de la saison 5, il n'y a pas de temps en fait pour le docteur pour avoir d'autres aventures, puisque les épisodes s'enchaînent, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de paramédia qui se passe entre la saison 4 et la saison 5. Donc c'est pour ça qu'on a préféré vous présenter un peu de manière globale un peu ce que étaient les paramédias. Et enfin, donc la grande nouvelle que nous voulions vous faire part, nous avons une date de sortie pour les sous-titres de la saison 5, et ce sera donc le 6 décembre, donc à peu près 2 semaines si nous arrivons à sortir le podcast dans les dates que nous voulons. Donc je pense que nous pouvons nous applaudir puisque nous sommes très heureux de cette nouvelle. Voilà. Alors on enregistre, c'est à peu près dans 2 semaines, c'est ça.
Et donc le 6 décembre, ce qui veut dire que dans 4 semaines après le 6 décembre, donc dans 6 semaines, vous aurez le droit à un second podcast, ou un numéro 1, comme vous voulez, qui sera donc le podcast dédié à l'épisode Tomb of the Cybermen, qui est donc la première histoire de cette saison 5. Voilà, on vous fait des bisous, on Exactement. espère que ça va vous plaire. Et en attendant, n'oubliez pas... One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs and prove to me that I am not mistaken in mine.